Bien, mesdames et messieurs, madame la chancelière, chère Angela, madame la chancelière, je suis extrêmement heureux de vous accueillir aujourd'hui dans le Var, au fort de Brégançon, ici même où il y a 35 ans, presque jour pour jour, le président François Mitterrand accueillait le chancelier allemand Helmut Kohl. Et cet anniversaire place donc notre rencontre aujourd'hui sous les meilleurs augures. C'est la première fois que nous nous retrouvons avec la chancelière depuis l'accord historique conclu en juillet au Conseil européen sur le plan de relance, fruit d'une initiative franco-allemande inédite, scellée le 18 mai, et d'un travail d'arrache-pied durant les semaines qui ont suivi. Un plan de 750 milliards d'euros, dont une enveloppe de 390 milliards de subventions qui permettront de financer une part significative des plans de relance nationaux, mais aussi de beaucoup de projets communs que nous souhaitons développer. C'est cette relance solidaire que nous avons actée. Il nous faut désormais la mettre en œuvre. Et notre discussion d'aujourd'hui a permis d'ailleurs de continuer à élaborer cette stratégie commune avec une volonté sur les domaines les plus technologiques et les domaines stratégiques industriels d'avoir des grands projets franco-allemands et de préparer dans les semaines à venir des initiatives franco-allemandes qui nous permettront d'utiliser de la manière la plus efficace cet argent et ces investissements ensemble et de manière aussi ouverte à tous nos partenaires européens. Nous avons, lors de l'entretien que nous venons d'avoir et qui se poursuivra ensuite par un dîner de travail accompagné par l'ensemble de nos délégations, commencé à balayer nombre de chantiers extrêmement importants pour notre Europe et notre relation bilatérale. Nous vivons des temps qui sont faits de défis. La crise du Covid-19 est le premier de celui-ci, je dirais, au moment où nous nous parlons. Nous en avons longuement parlé, à la fois des situations que nous observons dans nos pays, des mesures que nous prenons pour nous coordonner et souhaiter une meilleure coordination européenne. Nous pourrons y revenir, si vous le souhaitez, dans le cadre des questions. Les défis, ce sont aussi les défis technologiques industriels que je viens d'évoquer, la mise en œuvre du plan de relance, sur lequel nous avons préparé une série, là aussi, d'initiatives conjointes. Et c'est également le contexte géopolitique qui est le nôtre. Nous avons longuement évoqué beaucoup de ces sujets, mais nous sommes aujourd'hui confrontés à un monde qui se recompose, compte tenu du cycle américain et chinois, et nous en avons la conviction profonde, l'un et l'autre, la nécessité d'avoir une Europe qui prend toute sa place, défend sa souveraineté stratégique, son indépendance, dans la coopération et en respectant les équilibres internationaux et le multilatéralisme, mais qui sait porter son agenda. C'est cet agenda que nous souhaitons bâtir ensemble en Méditerranée orientale. Nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises d'évoquer ce sujet durant l'été et même avant avec Madame la Chancelière. En Méditerranée orientale, nous avons longuement évoqué ce sujet, notre souhait de travailler ensemble à un agenda commun dont l'objectif est évidemment d'une part de préserver la souveraineté européenne. Et nous avons, Allemagne comme France, la claire volonté, la claire solidarité avec Grèce et Chypre. Mais nous avons aussi la volonté d'assurer la stabilité de cette région, à tous égards, et la volonté de faire respecter le droit international et de favoriser la désescalade. Nos approches n'ont pas toujours été les mêmes dans les modalités, mais elles ont toujours été convergentes dans la volonté de faire de la Méditerranée orientale un espace de liberté, de respect du droit international, de stabilité. C'est le sens de la médiation initiée par l'Allemagne, qui, je l'espère, pourra reprendre rapidement. C'est le sens aussi du soutien clair à la souveraineté grecque apporté il y a quelques jours, comme aux initiatives prises avec Chypre précédemment, mais une volonté aussi de maintenir constamment le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes. Et nous aurons dans les prochaines semaines à poursuivre cette coordination. C'est ce que nous avons agréé avec Madame la Chancelière. C'est aussi l'enjeu de sécurité et de stabilité en Méditerranée qui nous conduit à travailler ensemble sur la Libye. Nous ne pouvons laisser des puissances étrangères s'ingérer dans ce conflit et violer l'embargo sur les armes imposé par les Nations Unies. Notre priorité demeure donc d'obtenir un cessez-le-feu, puis d'enclencher une dynamique vers une résolution politique du conflit libyen. Pour cela, la mission européenne Irini doit être renforcée, les violations de l'embargo doivent être sanctionnées
Et nous poursuivrons ensemble le travail, à la fois pour que l'agenda onusien progresse et pour que l'ensemble des voisins puissent être pleinement associés à cette évolution. Nous sommes également revenus sur la situation en Biélorussie, à la suite du Conseil européen extraordinaire qui s'est tenu hier. L'Union européenne doit continuer de se mobiliser aux côtés des centaines de milliers de Biélorusses qui manifestent pacifiquement pour le respect de leurs droits, de leur liberté, de leur souveraineté. Un dialogue entre les autorités, l'opposition et la société civile est à cet égard indispensable. Nous souhaitons que ce dialogue puisse être mis en place par les Biélorusses eux-mêmes, mais l'Union européenne se tient prête néanmoins à accompagner celui-ci si notre rôle de médiation peut être utile et souhaité par les Biélorusses, avec d'autres institutions, notamment l'OSCE, et en incluant la Russie dans un dialogue exigeant comme nous avons pu le faire, Madame la Chancelière comme moi-même, et encore ce matin, le président Charles Michel, qui a eu l'occasion d'appeler à nouveau le président Poutine à l'issue de notre conseil d'hier. Nous poursuivrons dans quelques instants nos échanges sur les autres priorités de la présidence allemande du Conseil de l'Union européenne et l'ensemble de notre agenda commun. Une Europe plus solidaire et plus souveraine en matière climatique, en matière numérique, alimentaire, sanitaire, industrielle et sécuritaire. Une Europe aussi unie dans son agenda avec la Chine. Une Europe également unie quand il s'agit de sujets d'intérêt conjoint. Le soutien au Liban, dans la réponse humanitaire comme dans la stabilité. Notre travail ensemble en Afrique, où nous avons aussi multiplié les sujets de coopération dans un contexte, on le sait, marqué en particulier par le coup militaire au Mali. Et je dois dire que c'est cette affirmation d'un modèle européen de solidarité et de liberté et cette volonté d'avoir une coopération sur tous les sujets entre l'Allemagne et la France qui nous anime, Madame la Chancelière et moi-même, et sur lequel depuis maintenant 3 ans nous œuvrons ensemble. C'est cet agenda qui nous a permis de progresser, d'obtenir cet accord il y a quelques semaines. C'est cet agenda qui nous permettra, j'en suis sûr, de faire face aux sujets d'incertitude, aux défis à venir qui ne manqueront pas, mais qui nous permettra à coup sûr d'être plus forts. C'est donc autour d'un dîner amical que nous allons maintenant poursuivre ces échanges. Et je vous assure que c'est la même amitié qui présidera à nos discussions sur la finale de la Ligue des Champions qui se tiendra ce dimanche à Lisbonne et que nous regarderons chacun devant nos postes de télévision. Je vous remercie, Madame la Chancelière, chère Angela. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, lieber Emanuel, das werden wir tun. Und du hattest ja geschrieben, glaube ich, in einem Tweet, dass unsere Freundschaft es ertragen wird, wenn wir an diesem Abend für unterschiedliche Mannschaften die Daumen drücken. Und der Bessere soll gewinnen, jedenfalls der Bessere an diesem Tag. Aber unsere Herzen schlagen da etwas unterschiedlich. Nichtsdestotrotz möchte ich mich bedanken als erstes für diese Einladung. Als Helmut Kohl 1985 hier von Präsident Mitterrand eingeladen war, habe ich noch in der DDR gelebt und habe mir nicht träumen können, dass ich eines Tages mal hier sein werde und in Deutschland wieder vereint ist. Und insofern ist das für mich ein sehr besonderer Tag heute, der wenige Wochen, muss man sagen, nachdem wir uns ja auch in Meseberg Ende Juni getroffen hatten, deutlich macht, wenn wir gemeinsam eine Agenda haben, an dieser Agenda arbeiten, dann kann manches gelingen. Wir waren nicht die Einzigen, die es ermöglicht haben, dass sich 27 Länder einigen konnten, aber dass Deutschland und Frankreich hier gemeinsam vorbereitet haben, in den 4 Tagen eines sehr bemerkenswerten Rates zusammengearbeitet haben. Das hat die Einigung sicherlich befördert und die war ein ganz wichtiges Signal für die Handlungsfähigkeit Europas in einer der schwierigsten, wenn nicht der schwierigsten ökonomischen Herausforderung, vor der wir stehen seit dem Zweiten Weltkrieg. Corona ist nicht vorbei. Das hat auch den Beginn unseres Gesprächs heute charakterisiert, dass wir auch hier noch europäischer agieren müssen, dass wir ähnliche Reaktionen haben müssen auf Risikogebiete. Wir können nicht wieder das ganze Land sozusagen in einen Lockdown versetzen oder wollen das nicht. Deshalb müssen wir regionaler arbeiten. Wir haben vieles über das Virus gelernt, aber wir können und werden uns hier auch sehr eng abstimmen, wie wir dieses Virus weiter eindämmen. Wir haben also Handlungsfähigkeit gezeigt in einer ökonomisch und auch politisch wichtigen Situation im Juli. Und das muss jetzt umgesetzt werden in den Diskussionen mit dem Europäischen Parlament, in den nationalen Ratifizierungen.
denn es ist von entscheidender Bedeutung, dass das Geld dann auch zur Verfügung steht für die notwendigen Investitionen ab Beginn des Jahres 2021. Und wir haben uns heute sehr intensiv darüber unterhalten, wie können wir diesen Fonds, Next Generation Fund oder das ganze Programm Recovery Fund, wie können wir das so auch einsetzen und wie können Deutschland und Frankreich dazu beitragen, dass es wirklich die richtigen strategischen Investitionen in die europäische Zukunft, die uns auch resilienter machen, die uns unabhängiger oder souveräner machen, wie können wir die vorantreiben? Und hier werden wir in intensiven Dialogen auch mit der entsprechenden Wirtschaft, mit den entsprechenden Wirtschaftszweigen Umsetzungspläne machen, die uns auch da, wo wir technologisch nicht Weltmarktführer sind, wieder nach vorne bringen und die uns eigene Fähigkeiten auch in Europa haben lassen. Die Europäische Union muss als geopolitischer Akteur auftreten. Das hat einen weiten Teil unseres Gesprächs heute bestimmt, indem wir über unsere Beziehungen zu China, zu den Vereinigten Staaten von Amerika, Russland, Türkei geredet haben. Ich will das jetzt nicht alles wiederholen, was der Präsident gesagt hat, aber Europa ist dann stark, wenn es mit einer Stimme spricht. Europa ist ein Bekenntnis zum Multilateralismus. Das ist ersichtlich, weil wir als Europäische Union ein multilaterales Projekt sind. Aber dieser Multilateralismus kann von Europa nur mitgestaltet werden, wenn wir auch in den wesentlichen strategischen Fragen mit einer Stimme sprechen. Und hier haben wir noch sehr viel zu tun. Wir haben uns intensiv ausgetauscht über die Situation in Libyen, nach wie vor ein großes Problem. Wir setzen auf einen UN-geführten Prozess, aber wir werden auch gerade die Nachbarländer von Libyen ermuntern, sich einzubringen in die Lösung der Frage. Und für uns ist wichtig, Libyen ist nicht ein Land, in dem man sozusagen seine eigenen strategischen Aktivitäten als Drittstaat sozusagen realisieren kann, sondern Libyen muss von den Libyern gestaltet werden. Und dafür werden sich Deutschland und Frankreich einsetzen. Die Lage im östlichen Mittelmeer, darüber hat der Präsident Emmanuel Macron gesprochen, ist für uns von großer Bedeutung. Wir brauchen dort Stabilität und nicht Spannung. Wir haben dort eine sehr kritische Situation. Und ich bin überzeugt, wenn Deutschland und Frankreich hier ihre gemeinsamen Kraft reinsetzen, dann werden wir gute Lösungen finden, die Kooperation hoffentlich ermöglichen, die aber auch deutlich machen, dass sozusagen Attacken auf die Souveränität von Mitgliedstaaten der Europäischen Union von uns nicht akzeptiert werden. Wir stehen dafür, dass man Probleme in Gesprächen löst und nicht durch Eskalation von Spannungen. Das gilt für alle Beteiligten. Wir werden in vielen weiteren Bereichen, das werden wir jetzt ja auch fortsetzen beim Abendessen, uns sehr eng abstimmen. Das gilt auch für den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, auch noch ein Thema, was während der deutschen Ratspräsidentschaft da ist. Und ich darf sagen, dass ich mich ganz, ganz herzlich bedanken möchte, nicht nur für die heutige Einladung, sondern für das gemeinsame politische Handeln, was natürlich für die deutsche Ratspräsidentschaft auch eine große Unterstützung ist. Und es wird von uns sehr viel Koordination erfordern, wenn ich allein denke, dass der Europäische Rat ja noch gar nicht so lange her ist, aber was seitdem sich auf der Welt schon wieder verändert hat, der schreckliche Unfall im Libanon, die Situation in Weißrussland, die Entwicklung der Pandemie jetzt wieder, sodass dieser Tag heute für mich sehr, sehr wichtig ist, strategisch, damit wir unsere Agenda sehr eng abstimmen können. Und deshalb nochmal Dankeschön, dass wir das hier machen können. Und ich glaube, es ist ein guter Punkt, nicht nur für unsere bilaterale Zusammenarbeit, sondern auch für ganz Europa. Guten Abend, Frau Bundeskanzlerin. Bonsoir, Monsieur le Président. Martina Meister, Die Welt. Ich vertrete heute Abend meine deutschen Kollegen. Ich bin für die deutsche Presse hier. Mais je me permets de poser ma première question en française, car elle s'adresse à vous, Monsieur le Président. Vous étiez très actif dernièrement sur le plan international, mais aussi un peu solitaire. Nous avons parlé, vous avez mentionné vous-même les bâtiments militaires dans la Méditerranée orientale. Nous connaissons tous les raisons pourquoi l'Allemagne ne peut pas jouer ce même rôle, mais mes consoeurs et confrères français constatent une mue géopolitique de l'Allemagne et de Madame Merkel. Je cite, une mue lente et silencieuse. Est-ce que vous la souhaitez plus rapide, plus radicale, et aussi sur un plan militaire où l'engagement de l'Allemagne s'arrête pour l'instant souvent à la logistique et à l'humanitaire? Merci.
je souhaite que nous ayons ensemble et pour l'Europe une action efficace. Qu'est-ce que ça veut dire être efficace ? Protéger notre souveraineté lorsqu'elle est mise en cause, lorsque celle d'un État membre est mise en cause, et permettre la stabilité d'une région qui est la nôtre. Vous êtes à quelques mètres de cette même mer, qui est Mare Nostrum, cette Méditerranée. Et donc, je pense que la coopération entre l'Allemagne doit avoir pour objectif de tenir ces deux points. Notre souveraineté et la stabilité, donc éviter toute escalade. Ça suppose une coordination, comme nous l'avons faite aujourd'hui, comme nous ne cessons de le faire, avec ensuite nos atouts et notre complémentarité. Et moi, ce qu'il m'importe, c'est que sur tous les sujets, nous arrivions à définir une vue en commun. Et c'est ce que rappelait Madame la Chancelière, c'est ce que nous avons su faire sur les sujets économiques, budgétaires, face à la crise du Covid-19. Et nous n'avions pas, ça n'a pas été un mouvement spontané, ça a été un très gros travail depuis le mois de mars, ensemble, par visioconférence, le 18 mai, puis à Meseberg en juin, puis au sommet de juillet. Mais on a réussi parce qu'on a aligné notre objectif final. Et là, notre objectif stratégique sur la Méditerranée orientale, il est clair, c'est le même, c'est celui que je viens de définir. La souveraineté européenne et la stabilité. Et donc nous avons chacun ensuite nos moyens de faire, nous avons chacun notre histoire. Il faut qu'il y ait une complémentarité pour que notre objectif commun permette d'obtenir des résultats. Et donc quel est le résultat que nous cherchons à obtenir ? La désescalade des tensions, le respect de notre souveraineté et de la souveraineté de nos partenaires européens, et un agenda constructif pour la Méditerranée orientale avec l'ensemble des pays de la zone, en particulier la Turquie. Et donc avec la Turquie, il faut rétablir les choses lorsque des provocations sont faites ou des excès sont commis. Il faut que notre souveraineté soit respectée, mais il faut aussi qu'on ait un agenda positif sur lequel réengager la Turquie. Et il faut qu'on ait un agenda de clarté sur des sujets comme la Libye, par exemple, où on a su définir avec les Nations Unies plusieurs objectifs communs. Donc voilà, pour moi, ce qu'il faut faire. Donc, ça n'est pas à moi de qualifier les changements qui s'opèrent du côté de l'Allemagne. Par contre, c'est à moi de tout faire en sorte que l'Allemagne et la France coopèrent de la manière la plus efficace une fois qu'elles ont défini des objectifs en commun. C'est ce que nous avons fait sur la Méditerranée orientale, c'est ce que nous avons fait sur la crise européenne en cours, c'est ce que nous continuerons de faire sur le reste. Und wenn ich noch ergänzen darf, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten des Handelns. Das eine ist deutlich zu machen, dass wir unsere europäischen Partner unterstützen. Das kann man aber auf der einen Seite durch das machen, was Frankreich gezeigt hat, indem es ein Schiff dorthin gesandt hat und Unterstützung gesprochen hat. Auf der anderen Seite haben wir uns ja eingesetzt, dass der Dialog zwischen der Türkei und Griechenland wieder in Gang kommt. Das ist bis jetzt noch nicht gelungen, aber daran arbeiten wir. Und aus den verschiedenen Teilen wird doch dann ein Gesamtprojekt. Und insofern glaube ich, kann man sehr schwer die einzelnen Teile gegeneinander abwägen. Wichtig ist, dass wir nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander arbeiten an den gleichen Zielen. Und da gibt es durchaus dann auch unterschiedliche Möglichkeiten, das zu tun. Also Arbeit ist ausreichend da, bei der internationalen Agenda sich einzubringen. Bonsoir, Jérôme Rivet de l'AFP. Comme l'actualité internationale est très riche, je vais me permettre de poser une double question. Sur le Mali, les réactions ont été plutôt mesurées face au putsch. Est-ce que c'est parce que vous êtes plutôt rassuré par la promesse de futures élections et par le soutien réaffirmé à la lutte anti-djihadiste et à l'opération Barkhane de la part du Mali? Et enfin, sur les tensions en Méditerranée orientale dont vous venez de parler, la France a adopté quand même un ton beaucoup plus dur vis-à-vis du président Erdogan et de sa politique en général. Est-ce que c'est pas un problème entre vous ou est-ce que c'est une position complémentaire? Sur le deuxième point que vous venez d'évoquer, comme je viens de le dire, je considère que c'est de la complémentarité. Et ce, aussi longtemps que nous avons un objectif commun, que je rappelle à nouveau, souveraineté de l'ensemble des États membres, stabilité dans la région. Nous l'avons réévoqué, Madame la Chancelière vient de le dire. C'est une complémentarité parce que face à des puissances régionales qui se désinhibent, la diplomatie, sans les lignes rouges parfois militaires et la présence, n'existe pas, en tout cas pas longtemps. Mais la puissance militaire, sans chemin diplomatique,
et contre-productive parce qu'elle ne mène qu'à l'escalade. Il faut tenir les deux. C'est ce que nous faisons. Ensuite, sur le Mali, nous avons clairement condamné, nous l'avons fait hier d'ailleurs ensemble européens, un coup d'État militaire contre un président démocratiquement élu par son peuple. Nous n'avons pas à nous substituer à la souveraineté malienne ou au peuple malien. La France, à travers l'opération Barkhane, l'Europe, et d'ailleurs l'Allemagne, l'Espagne, plusieurs autres pays membres le sont aussi sur beaucoup d'autres sujets militaires à nos côtés. Les Nations Unies, avec la MINUSMA, sont présentes au Mali. Nous ne sommes présents collectivement au Mali qu'à la demande du peuple malien souverain et qu'à la demande de l'ensemble des États de la région, en particulier de la CEDEAO. Et donc nous n'avons pas à nous substituer à la souveraineté malienne. Nous avons à condamner un coup de force militaire contre un dirigeant démocratiquement élu. Et après, nous avons demandé, premièrement, qu'il soit relâché le plus vite possible et qu'aucune violence ne soit faite. Deuxièmement, que le pouvoir soit rendu le plus rapidement possible aux civils et qu'une transition rapide et démocratique soit assurée. Et troisièmement, pour le peuple malien, il y a deux choses auxquelles nous veillons. La stabilité du Mali et la poursuite de la lutte contre le terrorisme. Parce que, je le rappelle, c'est avant tout le fléau des Maliennes et des Maliens, de leurs voisins, et je pense aussi aux Nigériens, aux Burkinabés, aux Mauritaniens, je pense aussi aux Ivoiriens qui ont eu à connaître un peu plus au sud des troubles encore récemment, aux Tchadiens. Et donc l'ensemble de ces États regardent aussi la situation pour que rien ne soit fait pour nous divertir de cette priorité qui est la lutte contre le terrorisme dans la région et qui est la seule chose qui justifie à la demande des Maliens notre présence. Ganz genau. Also erstmal ist es so, bei aller Kooperation sind wir ja auch ganz unterschiedliche Charaktere. Das ist ja auch schön, dass der Herrgott die Menschen unterschiedlich geschaffen hat. Deshalb sind unsere Reaktionen natürlich auch geprägt von den jeweiligen Eigenschaften. Aber ich kann auch nur wiederholen, was wir schon gesagt haben. Wenn es dem gleichen Ziel dient, dann sind die verschiedenen Facetten auch wichtig in einer politischen Strategie. Was Mali anbelangt, so ist natürlich das Engagement Frankreichs hier noch sehr viel größer durch die Einheit Barkhane im Kampf gegen den Terrorismus. Da will ich auch ein ausdrückliches Dankeschön an Frankreich sagen, weil Frankreich hier große Lasten trägt. Und wir haben unser Engagement in Mali ständig vergrößert in der ganzen Sahelzone. Deshalb verurteilt auch Deutschland, der ganze Europäische Rat hat das gestern getan, diesen Staatsstreich. Wir unterstützen ECOWAS bei den Bemühungen, eine Transition hinzubekommen. Und alles wird kein gutes Ende nehmen, wenn der Kampf gegen den Terrorismus nicht fortgesetzt wird. Und deshalb werden wir uns auf Stabilität und Kampf gegen den Terrorismus auch weiter konzentrieren. Und gleichzeitig auf einen demokratischen Weg pochen, natürlich in Mali. Oh. Ja, eine Frage im Namen von Thomas Walde vom ZDF, der gerne wissen möchte, welche konkreten Maßnahmen Deutschland und Frankreich ergreifen, um zu verhindern, dass bei einer zweiten Corona-Welle es wieder zu einer Kleinstaaterei kommt und zum Auseinanderfallen Europas. Wie wollen Sie diese Einigkeit erreichen und rechnen die Franzosen beispielsweise damit, dass Deutschland Paris angesichts der steigenden Zahlen zur Risikozone erklärt? Naja, wir versuchen uns bei allem, was wir tun, an den Fakten zu orientieren. Und das tun wir in Deutschland, sehr zum Leidwesen mancher Landkreise, wo wir auch zum Beispiel Mobilitätsbeschränkungen eingeführt haben. Und so versuchen wir auch den Angang jetzt in Europa zu finden. Und da wird jeden Tag neu beraten und neu beratschlagt. Wir haben heute zum Beispiel Teile von Kroatien zum Risikogebiet erklärt. Und wir müssen auch damit rechnen, dass wenn in Deutschland die Zahlen in einem bestimmten Gebiet steigen, dass dann andere die Schlussfolgerung ziehen. Wir können nicht anders handeln mit unseren europäischen Nachbarn, als wir bei uns zu Hause im eigenen Land handeln. Ich bin jetzt schon mal sehr froh, dass diese Grenze 50 pro 100.000 eine bestimmte Rolle spielt. Man muss dann immer auf das Charakter des Infektionsgeschehens schauen. Das spielt noch eine zusätzliche Rolle. Und ansonsten haben wir uns verabredet, dass wir sehr viel enger zusammenarbeiten miteinander, damit wir den Menschen auch das Gefühl geben, im Schengen-Raum wird auch das Ähnliche getan. Denn das ist im Augenblick selbst in Deutschland ein großes Problem, dass von Bundesland zu Bundesland die Regeln unterschiedlich sind und die Menschen das nicht verstehen. Und es geht nicht darum, dass man Gleichmacherei betreibt, aber es geht darum, dass man mit den Fakten ähnlich umgeht. Und hier hat Europa noch sehr viele Möglichkeiten oder der Abstimmung. Ich glaube nicht, dass wir jetzt einfach
das wollen wir politisch um jeden Preis wirklich vermeiden, die Grenzen wieder schließen. Aber das setzt auch voraus, dass wir koordiniert agieren. Wenn der eine gar nichts täte, was ja in Frankreich nicht der Fall ist, ich sage nur mit anderen europäischen Ländern, dann ist das schwierig. Ich sag mal, wenn deutsche Abiturienten ihre Feiern nicht in Deutschland machen dürfen, weil sie da Restriktionen haben, dann aber in andere Länder fahren können, wo das wunderbar geht, dann geht das auf Dauer nicht gut. Und ich spüre aber in Europa den Willen zu einem gemeinsamen Handeln, auch wenn wir auf dem Weg viel lernen müssen, denn wir haben uns ja alle nicht jahrzehntelang auf die Pandemie vorbereitet, sondern müssen jetzt gucken, was wir erfahren, was wir erreichen im Umgang mit diesem Virus, der uns ja doch sehr einschränkt. Oui, sur ce sujet qui est celui de la coordination européenne et de la lutte contre le virus et ses effets. D'abord, nous avons réussi, quand nous nous sommes donné la peine, à avoir une vraie coordination européenne. Ça a été le plan de relance de juillet dernier, qui est la coordination la plus étroite et efficace pour faire face aux conséquences économiques et sociales de cette pandémie. Ensuite, le défi qui est le nôtre aujourd'hui, c'est dans la situation où on voit partout plus de cas observés, de savoir comment éviter les erreurs qui ont été faites tout au début de la crise. Et je rejoins pleinement Madame la Chancelière. Premièrement, les faits scientifiquement établis, objectivés et homogènes. Je pense que c'est très important, la coordination doit se baser sur la science. La deuxième chose, c'est qu'on a la même stratégie, la même approche sur les grandes règles. Une politique de prévention qui est la même, au PROU, et on veille à l'harmoniser. Donc la prévention par les gestes barrières et le masque, tester, tracer, isoler. Avec d'ailleurs les mêmes difficultés que nous avons, on l'a évoqué, pour parfaitement isoler dans des démocraties comme les nôtres. On ne peut pas mettre les gens, enfermer les gens dans des tiers-lieux où ils seraient privés de toute liberté. Donc nous connaissons les défis, mais nous sommes maintenant, sur l'ensemble de cette stratégie, beaucoup plus coordonnés. On a ensuite amélioré la coopération européenne sur le vaccin, ensemble, en associant beaucoup d'autres États et la Commission, pour d'abord encourager nos industriels qui recherchent sur des vaccins, mais aussi nous assurer que nous aurons les capacités de les produire et les livrer à nos populations quand ces vaccins seront disponibles. Et je le dis, c'est très important, au moment même où on a plusieurs vaccins qui sont en phase 3, et donc où on a des perspectives qui sont raisonnables d'avoir un vaccin dans les prochains mois. Ça ne va pas régler le problème des prochaines semaines, mais des prochains mois. Nous nous sommes coordonnés sur des sujets de la vie quotidienne de nos concitoyens, la rentrée scolaire qui s'effectuera dans les prochains jours, où les règles, là aussi, doivent être harmonisées, mais on aura une rentrée scolaire qui se fera. On ne va pas mettre nos pays à l'arrêt, mais on va devoir vivre avec le virus en veillant à ce qu'il ne se propage pas, et en particulier ne se propage pas plus vite et ne touche pas les personnes les plus âgées qui sont, on le sait, les plus fragiles. Et l'un des défis qui est le nôtre, et on va y travailler, on va surtout demander à nos ministres de la Santé d'y travailler dans les prochains jours et prochaines semaines, c'est de voir comment on gère ces foyers infectieux lorsqu'ils sont découverts. Si nous avons un foyer infectieux qui est découvert ici à Brégançon, nous, ce qui est le plus important, c'est d'éviter qu'on aille contaminer tout autour. Et ça commence à la sortie de ce fort. Mais ça n'a aucun sens, si on a un foyer infectieux ici, de fermer toutes les frontières françaises. Or, trop souvent, on a réagi comme ça, à l'échelle nationale et à nos frontières. Et donc, ce que nous voulons faire, c'est d'avoir une homogénéité, une coordination de gestion de l'épidémie par foyer infectieux. Dans leurs mesures, et d'ailleurs nous avons les mêmes critères entre l'Allemagne et la France, mais aussi pour qu'on puisse avoir les mêmes mesures de restriction de la circulation des personnes, de fermeture, quand on a un foyer épidémique qui est identifié au niveau le plus fin, pour permettre ensuite d'avoir les garanties entre États membres et d'éviter de tout rebloquer. Ça, ce sera le travail des prochaines semaines. Mais il faut être très clair avec nos concitoyens. Nous faisons tout pour coordonner au mieux, mais on le fait sur des bases scientifiques établies, objectives, et aussi avec la connaissance qu'il faut être encore très humble. On ne sait pas tout sur ce virus. Ce qu'on sait, c'est qu'il circule toujours et qu'il est là dans nos pays. Bonsoir, Julie Pietri de la radio France Inter. Quelle est votre réaction face à l'hospitalisation de M. Navalny? Est-ce que vous confirmez que la France est prête à l'accueillir pour tenter de le soigner? Et par ailleurs, qu'attendez-vous de M. Poutine sur la crise en Biélorussie? Alors, sur M. Navalny, où nous sommes évidemment extrêmement préoccupés et attristés par la situation d'Alexandre Navalny, et nous avons appris ce matin ce qui lui était arrivé. Et je veux ici dire que nous lui apportons tout notre soutien
à lui, à sa famille, à ses proches, pour un prompt rétablissement et nous sommes à leur côté. Les nouvelles que nous avons à cette heure sont extrêmement inquiétantes. Nous continuons de suivre de très près la situation. Nous en avons discuté avec Madame la Chancelière. Nous sommes évidemment prêts à apporter toute l'assistance nécessaire à Alexandre Navalny, à ses proches, sur le plan sanitaire, sur le plan de l'asile, de la protection, c'est évident. Et là aussi, nous en avons longuement parlé. Bien sûr, là aussi, toute la clarté devra être faite sur les circonstances qui ont conduit à cette situation et nous serons extrêmement vigilants sur les suites et les enquêtes qui seront menées. J'espère surtout qu'il pourra être sauvé et nous apporterons tout le soutien qui sera demandé pour ce faire. Sur la Biélorussie, je l'ai évoqué, nous avons eu, Madame la Chancelière, moi-même, le président Charles Michel, plusieurs échanges avec le président Poutine sur la situation en Biélorussie. Nous attendons d'abord un dialogue franc, parce que nous avons la conviction que la stabilité et la possibilité d'une relation entre l'Union européenne et la Russie se joue aussi sur ce dossier. Nous ne voulons pas y voir une réplique de ce que nous avons connu dans des années antérieures, en particulier en Ukraine. Nous avons été très clairs avec M. Poutine sur ce point, le président Poutine. Dans les échanges que nous avons eus, nous avons insisté sur la nécessité d'avoir une transition démocratique, inclusive en Biélorussie, qui passe par le dialogue du pouvoir en place avec la société civile et les oppositions, et l'organisation dans de bonnes conditions d'élections libres. C'est ce que nous avons réaffirmé en Européens hier. Et nous sommes prêts à apporter toute notre aide et notre médiation à cet égard. Nous avons aussi proposé à la Russie que l'OSCE soit impliquée pour une médiation. Et je peux dire que la réponse du président Poutine a été favorable à cette proposition que nous avons faite. C'est, selon ses dires, le président Loukachenko qui est aujourd'hui réticent. Et donc, ce que nous attendons de la Russie, c'est véritablement un dialogue franc et sincère avec l'Union européenne, et en particulier l'Allemagne et la France. C'est une coopération pour une médiation efficace, et c'est d'apporter sa pierre pour éviter toute escalade et pour surtout bannir absolument toute violence additionnelle dans la situation biélorusse. Ja, was Herrn Nawalny anbelangt, so waren wir natürlich heute auch in Deutschland sehr bestürzt über die Nachricht, dass er im Krankenhaus ist, in einem, wie man hört, ja sehr besorgniserregenden Zustand. Ich hoffe und wünsche natürlich, dass er baldmöglichst genesen kann. Und wenn das gewünscht wird, so gilt das, was für Frankreich gilt, auch für Deutschland, dass wir ihnen natürlich alle gesundheitliche Hilfe zuteil werden lassen, auch in deutschen Krankenhäusern, aber das muss natürlich von dort her gewünscht werden. Und was jetzt ganz, ganz wichtig ist, ist, dass dringend aufgeklärt wird, wie konnte es zu dieser Situation kommen. Darauf werden wir bestehen, denn das, was man bis jetzt hört, sind sehr ungünstige Umstände. Und das muss sehr, sehr transparent gemacht werden. Was Weißrussland anbelangt, bin ich sehr froh, dass wir gestern die Videokonferenz hatten als Europäischen Rat, dass wir ein großes Maß an Einigkeit hatten. Wir hatten sowohl der französische Präsident als auch ich mit Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten, gesprochen, unsere Ansichten sehr klar gemacht, was wir erwarten. Und das heißt vor allen Dingen, dass die Menschen in Weißrussland, die sehr viel Mut zeigen, die sehr viel Kraft aufbringen, dass sie die Möglichkeit haben, die Geschicke ihres Landes mitzubestimmen, dass es zu einem Dialog kommt, sei es unter Vermittlung zum Beispiel der OSZE. Charles Michel hat auch als Ratspräsident mit dem russischen Präsidenten gesprochen und auch über diesen Rat ihn aus erster Hand informiert. Das finde ich sehr, sehr gut. Wir zeigen damit, dass wir mit Russland, wenn gewünscht auch mit Weißrussland, aber Präsident Lukaschenko hat bis jetzt mit niemandem telefoniert, dass wir den Dialog suchen. Aber wir werden natürlich auf bestimmten Dingen bestehen, das heißt Freilassung der Gefangenen, keine Gewalt, freie Meinungsäußerung, Demonstrationsrecht und ein inklusiver Dialog in dem Land. Und das sind die Werte, für die wir einstehen und nicht nur bei uns zu Hause, sondern eben auch für die mutigen Menschen in Weißrussland. Okay. Très bien. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et tous. Merci à vous. Dankeschön. All right. Handshake gibt's nicht mehr.